Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette 12e conférence, j'aborderai la question de la participation de la Société Saint-Jean-Baptiste à la Deuxième Guerre mondiale. Le déclenchement des hostilités en Europe en septembre 1939 mettait les nationalistes canadiens-français dans une position inconfortable. D'une part, ils souhaitaient bien sûr la libération du territoire de la France qui, l'année suivante, sera occupé par les nazis, mais en même temps, ils se méfiaient de la politique canadienne qui pouvait prétexter de l'effort de guerre pour favoriser une plus grande centralisation des pouvoirs, comme il l'avait fait durant la crise des années 30. Et aussi, on craignait que la participation des Canadiens français favorise leur assimilation, puisque dans les régiments canadiens, il n'y avait qu'une très faible minorité d'officiers qui s'exprimaient en français. Dans l'armée canadienne, il y avait 176 officiers de langue anglaise contre 10 officiers seulement de langue française. Donc, même s'il y avait quelques régiments qui pouvaient fonctionner en français et en anglais, il en résultait que l'ensemble de l'armée canadienne, elle, était sous commandement anglophone et que les troupes canadiennes étaient, une fois arrivées en Angleterre, mises sous le contrôle de l'armée britannique, ce qui ne favoriserait nullement le français dans l'armée. Donc, cette situation crée des incertitudes et met en garde, rend les nationalistes canadiens-français extrêmement vigilants en ce qui concerne la politique canadienne concernant l'envoi des soldats à l'étranger. On se rappelle que durant la Première Guerre mondiale, il y avait eu aussi une conscription contre laquelle avaient résisté les nationalistes canadiens-français. Donc, on va se mobiliser au fur et à mesure où la guerre se développe en Europe, on va se mobiliser pour lutter contre la volonté du Canada de maximiser l'effort de guerre du Canada. On va donc commencer à adopter des résolutions qui demandent au gouvernement canadien de se comporter comme un État libre, de ne pas être soumis à la politique de la Grande-Bretagne. Et si le Canada s'engage dans l'effort de guerre, il doit proportionner son engagement en fonction de ses propres ressources et surtout, il ne doit pas s'engager dans des opérations à l'extérieur du territoire canadien. Cette position est assez classique puisqu'elle est défendue, elle était défendue pardon, par Henri Bourassa depuis la fin du 19e siècle. Évidemment, les dirigeants canadiens, aussi bien le Parti libéral fédéral que le Parti libéral du Québec, vont s'engager à ne pas conscrire les Canadiens français contre leur gré pour les envoyer combattre en Europe. Et donc, c'est les nationalistes, et en particulier le Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste, vont affirmer à plusieurs reprises dans des lettres qu'ils envoient au Premier ministre du Canada, ils vont réaffirmer cette nécessité de ne pas engager de troupes canadiennes-françaises contre le gré des soldats. Et le gouvernement canadien va donc promettre aux Canadiens français de ne pas imposer la conscription. Je pense en particulier à des déclarations de Mackenzie King qui va expliquer que jamais le Parti libéral, une fois élu, ne imposera de mesures conscriptionnistes au Canada français. Godbout, le premier ministre du Québec à ce moment-là, va lui-même s'engager à ne pas à combattre l'adoption de mesures conscriptionnistes en disant que si un seul
des Canadiens français est envoyé contre sa volonté outre-mer, il démissionnerait du gouvernement. Alors, en octobre 1940, le Conseil général va adopter une définition de ce que le Canada devrait faire concernant l'effort de guerre. Bien sûr, les dirigeants de la société sont d'accord pour que le Canada appuie les pays alliés dans leur lutte contre le nazisme. Mais ils demandent au gouvernement canadien de limiter les dépenses militaires en fonction des ressources du pays et de n'intervenir qu'en cas d'éventuelle attaque du territoire canadien. Voilà donc la ligne que veulent suivre les nationalistes de l'époque qui veulent à tout prix empêcher les Canadiens français de participer à l'effort de guerre si cet effort les oblige à aller combattre en Europe. Les premières mesures qui seront adoptées par le gouvernement canadien, ce sera celle de la loi sur l'enregistrement obligatoire. Il s'agissait de demander à tous les soldats potentiels de s'enregistrer. Alors, à cette époque-là, un des leaders du Canada français, Camillien Hood, qui était maire de Montréal, va prêcher la désobéissance civile et sera emprisonné pendant 4 ans dans un camp de concentration à Petawawa. Le 22 janvier 1942, là, on commence à préparer le processus de conscription et le premier ministre du Canada annonce dans son discours du trône qu'il projette d'organiser un référendum pour demander à la majorité canadienne-anglaise de le libérer d'une promesse qu'il a faite à la minorité canadienne-française. Alors, le libellé de la question se lisait comme suit: consentez-vous à libérer le gouvernement canadien de toute obligation résultant d'engagements antérieurs restreignant les méthodes de mobilisation pour le service militaire? Et donc, c'est à ce moment-là que les libéraux vont se répandre dans les campagnes en diffusant leur célèbre slogan: la conscription si nécessaire, mais pas nécessairement la conscription. C'est un petit chef-d'œuvre d'ambiguïté qui est bien connu dans la politique canadienne. Donc, cette déclaration et l'adoption de cette loi qui prévoyait la tenue d'un plébiscite va donc entraîner la mobilisation des nationalistes parce que ceux-ci se sentent trahis. Cette logique de demander à la majorité canadienne anglaise de relever le gouvernement canadien de ses engagements vis-à-vis la minorité canadienne-française invalidait la vision d'un Canada biethnique qui devait être, dans l'esprit des nationalistes, fondé sur une souveraineté partagée. Et donc, des leaders comme Maxime Raymond, qui est député à la Chambre des communes, et André Laurendeau vont donc mettre sur pied un mouvement de résistance à la participation à la guerre. Ce mouvement va s'appeler la Ligue pour la défense du Canada. Le 3 février 1942, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Athanase Fréchette, va donc informer le Conseil général qu'il a participé à la fondation de la Ligue de défense du Canada. Et là, il précise qu'il ne s'agit pas d'un parti politique, mais que le but de cette Ligue est d'éclairer l'opinion publique. Et il sera donc autorisé à l'unanimité par le Conseil général à participer à ce comité directeur de la Ligue de défense du Canada. Et qui va, ce comité, évidemment, combattre pour que le non remporte le plébiscite. La société va aussi occasionnellement soutenir financièrement la Ligue de défense du Canada. Et elle va aussi féliciter les 12 députés fédéraux qui se sont opposés à la loi sur le plébiscite qui allait mener à la conscription. Alors, qui participe à cette Ligue de défense du Canada? On y retrouve donc Maxime Raymond et aussi André Laurendeau, mais d'autres comme Louis Athanase Fréchette, le président de la Société, Gérard Filion, Jean Drapeau, Gérard Pelletier,
vont donc agir à l'intérieur, dans le cadre de cette Ligue de défense du Canada. Le mouvement donc anticonscriptionniste va recevoir un appui certain de la Société Saint-Jean-Baptiste et surtout ce comité, cette Ligue de défense, va subir les mesures de censure du gouvernement canadien puisque les partisans du non au plébiscite sur la conscription seront interdits sur les ondes de Radio-Canada. Et donc, le Conseil général va adresser des lettres de protestation contre cette censure pratiquée par la Société Radio-Canada. Il s'agissait évidemment d'une discrimination flagrante et qui était financée par des fonds publics. Donc, les partisans du non à la conscription devront donc financer leurs propres interventions radiophoniques sur des stations privées et la Société Saint-Jean-Baptiste va donc contribuer à cette campagne pour lever des fonds permettant aux partisans du non de s'exprimer dans les médias. La campagne de la Société Saint-Jean-Baptiste concerne aussi d'autres enjeux. Par exemple, on va revendiquer que les bulletins de vote au plébiscite soient bilingues et elle va aussi fournir à la Ligue des listes de ses dirigeants pour que ceux-ci puissent les mobiliser plus facilement. La société va même aussi financer l'impression de matériel publicitaire anticonscriptionniste. Le Congrès général de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui se réunit le 12 mars 1942, va donc adopter une résolution qui est très significative. Je cite, les congressistes déclarent qu'ils sont toujours d'avis que toutes les méthodes d'enrôlement obligatoire pour service militaire outre-mer compromettent à jamais l'unité nationale du pays, que ces mesures désorganiseront l'agriculture, le commerce et l'industrie nationale, et loin de servir à l'effort de guerre du Canada, elles contribueront à le diminuer et même à le détruire. Le Congrès général de la SSJB de Montréal invite avec insistance le peuple canadien à répondre non à la question du plébiscite du 27 avril prochain. La position donc de la SSJB est on ne peut plus claire. Et le référendum, qui a lieu le 27 avril 1942, est une illustration du clivage ethnique profond qui divise la société canadienne. Les résultats globaux donnent la victoire au oui à la conscription avec 63,7 %, mais au Québec, le vote pour le non rejoint 85 % des électeurs. Il y a seulement 9 comtés anglophones qui vont accorder une majorité au oui. 56 autres circonscriptions vont voter majoritairement pour le non. Fait assez intéressant aussi, les francophones hors Québec vont suivre la ligne de conduite de la province de Québec. Alors, c'est un vote où l'unanimité des francophones ne réussit pas à entraver la marche devant la majorité canadienne-anglaise qui, elle, désire être présente dans le conflit européen. Les nationalistes vont donc se contenter d'une victoire morale. Ils constatent l'inéquité du régime fédéral et l'impossibilité d'y faire respecter la volonté du Canada français. Mais comme cela s'est produit à plusieurs reprises, ils n'en tirent pas de conséquences à long terme et ils vont continuer à faire en sorte que la participation des Canadiens français puisse s'exprimer dans le cadre du Canada. Durant la guerre, évidemment, ça c'est l'aspect, disons, négatif qui montre que la société ne voulait pas que le Canada s'engage à l'extérieur du territoire canadien. Mais durant la guerre, la Société Saint-Jean-Baptiste va aussi essayer de participer à l'effort de guerre. Elle va intervenir auprès du ministre de la Défense, par exemple, pour dénoncer des conditions sanitaires déplorables dans lesquelles vivent les soldats canadiens-français qui, selon le président de la société, sont mal chaussés, mal logés et traités inhumainement.
Ces traitements, écrit-il, sont pires que ceux dont les prisonniers ont fait l'objet en Allemagne. La société proteste aussi à plusieurs reprises contre le fait que le commandement et les entraînements se font uniquement en anglais et elle donne l'exemple du camp de Farnham où 95 des soldats sont des Canadiens français, mais où ils doivent obéir aux ordres en anglais. Euh, Elle va aussi, pour combattre les risques d'anglicisation, elle va financer l'impression de 10 000 exemplaires d'un recueil de chansons en français qui sera distribué par le Comité d'aide aux soldats dans les camps militaires. Elle fournit des livres et des revues en français pour constituer une bibliothèque itinérante pour les soldats qui sont stationnés en Angleterre. Fait un peu cocasse, on va même acheter une statue de Saint Jean-Baptiste pour l'offrir à la chapelle catholique de Victoria, où il y avait 300 jeunes Canadiens français qui faisaient leur service militaire. Autre aspect de cette participation à la guerre, c'est les relations franco-québécoises. Les relations avec la France occupée durant la guerre sont évidemment problématiques pour les dirigeants de la société qui, d'une part, se trouvent isolés culturellement de la mère patrie, ne peuvent plus compter sur les apports culturels de la France et ça limite évidemment les capacités de résistance à l'anglicisation. Et donc, la Société Saint-Jean-Baptiste va protester contre la rupture des relations diplomatiques entre le Canada et la France de Vichy. Ce malaise aussi se manifeste à l'endroit de la France libre du général de Gaulle. Les Français libres de Montréal avaient demandé à la Société de prendre part au défilé de la Saint-Jean en 1942 en tant que Français libres, avec donc leur identification reliée à la présence de Gaulle en Angleterre. Et là, le Conseil général est un peu coincé et il va décider de ménager la chèvre et le chou en leur répondant que les Canadiens français ne doivent pas se mêler des querelles qui divisent les Français. Et donc, on est un peu ambivalent en ce qui concerne la reconnaissance des Français libres qui œuvrent aux côtés des troupes britanniques. Évidemment, durant la guerre, les dirigeants de la Société Saint-Jean-Baptiste ont manifesté à certaines occasions des sympathies envers des régimes autoritaires, évidemment le régime de Pétain, le régime de Franco et le régime de Salazar. Ces régimes sont perçus sous un angle religieux comme étant les protecteurs de la chrétienté. Et donc, ils justifient aux yeux des dirigeants de la Société Saint-Jean-Baptiste qu'on les appuie. Par contre, il faut aussi noter que les dirigeants de la Société Saint-Jean-Baptiste seront réfractaires à l'idéologie fasciste. Ils ne céderont pas aux demandes du parti d'Adrien Arcan qui voulait que la Société Saint-Jean-Baptiste ferme ses portes du monument national aux Juifs. Et ils seront aussi très prudents et méfiants à l'endroit des tentatives d'infiltration de ces troupes d'Adrien Arcan qui ne réussiront pas à influencer l'orientation de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il faut aussi, bien sûr, éviter des amalgames abusifs, puisque dans les années qui vont suivre la guerre, la Société Saint-Jean-Baptiste va appuyer le Congrès juif canadien pour dénoncer le respect des droits, elle va dénoncer donc, pardon, la déportation massive des Japonais. Les Canadiens français, les Allemands, les Italiens, les Japonais avaient été les principales victimes de la loi sur les mesures de guerre qui avait conduit à la création de camps d'internement et à l'adoption de mesures d'expulsion qui avaient touché 10 000 Japonais. Il était donc dans l'ordre des choses que la Société Saint-Jean-Baptiste s'associe aux organisations qui défendaient les droits de l'homme pour demander au gouvernement canadien de renoncer à ces mesures injustes, puisque ces mesures privait les citoyens canadiens de leur droit de résidence. Donc, la défense des droits des Canadiens français après la guerre n'empêchait pas la solidarité
avec d'autres communautés qui, elles aussi, étaient victimes de discrimination. On voit donc que les positions de la Société Saint-Jean-Baptiste durant la guerre sont relativement prudentes et ambiguës. On ne veut pas, bien sûr, favoriser l'anglicisation des jeunes Canadiens français. En même temps, on veut que le Canada s'engage pour défendre la mère patrie et pour la libérer du joug du nazisme, mais on ne veut pas non plus que le Canada menace l'avenir du régime fédéral et qu'il favorise une plus grande centralisation des pouvoirs. On est donc coincé entre ce qu'on pourrait appeler la tension des vérités en croix qui font on prend des positions à la fois favorables à la guerre et aussi des positions qui sont défavorables à l'effort de guerre par la conscription. Merci encore une fois de votre attention et j'espère vous retrouver à la prochaine conférence.